la taxe foncière. Et dans ce dossier, c'est, je pense, M. Marquis et puis Mathilde également qui vont nous présenter dans le détail. Il y a le bilan et puis il y a ce qui est prévu pour l'avenir. On attend juste le micro. Merci. Non, vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien, merci. Donc, on va passer à la convention d'ingénierie, nouveau programme national de renouvellement urbain, NPNRU, du quartier Maruiné, Canteloup, le Buquet. En fait, il s'agit de la gouvernance. Donc, dans le cadre de sa nouvelle politique de la ville, issue de la loi Lamy du 21 février 2014, l'État a identifié le quartier Canteloup-Marronnier de la commune de Honfleur comme quartier politique de la ville, QPV, d'intérêt régional. Ce classement a donné lieu à la signature du contrat de ville en 2015. Par délibération du 10 décembre 2019, la CCPHB a redéfini son intérêt communautaire attaché à la compétence politique de la ville de la manière suivante. La CCPHB est chargée d'ingénierie du projet mené dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, NPNRU. La ville de Honfleur est maître d'ouvrage des travaux du programme de travaux arrêtés dans le cadre de ce NPNRU. Il est proposé de passer une convention entre la ville de Honfleur et la CCPHB afin de déterminer les modalités de travail et les relations financières entre les deux collectivités pour l'élaboration du projet de rénovation urbaine du quartier Canteloup-Marronnier de la commune de Honfleur. Les relations financières entre les deux collectivités se feront par versement de fonds de concours, conformément à l'article L. 5214-16-V du Code général des collectivités territoriales. Le projet a nécessité la réalisation d'études urbaines, commerciales, topographiques, pour un montant de 221 990 €. Il est proposé que les financements soient répartis à part égale entre la ville de Honfleur et la CCPHB, subvention déduite, soit 104 745 € chacune. Les dépenses ayant été réalisées par la CCPHB, il est proposé le versement d'un fonds de concours de 104 745 € de la ville de Honfleur à la CCPHB. Le montant total des travaux est estimé, hors subvention, à 7 51 992 €. Il avait été acté précédemment que la CCPHB participe financièrement à ces travaux à hauteur de 250 000 €. Les travaux relevant de la maîtrise d'ouvrage de la ville de Honfleur. Celle-ci réglant les dépenses référentes et percevant les subventions. La présente convention prévoit ainsi le versement d'un fonds de concours de 250 000 € de la CCPHB à la ville. Ce montant est fixe, quelles que soient les évolutions du programme de travaux, en plus-value ou en moins-value, sans que celui-ci ne subisse pour autant de modifications substantielles au regard de son contenu global. Le recrutement et le suivi de la maîtrise d'œuvre se feront en étroite collaboration entre les deux collectivités. L'organisation suivante est proposée. La ville de Honfleur assurera la rédaction du cahier des charges du marché public de recrutement de la maîtrise d'œuvre, la publication du marché public de recrutement de la maîtrise d'œuvre, le recrutement de la maîtrise d'œuvre, le règlement des factures liées à la maîtrise d'œuvre et aux travaux. La CCPHB assurera le suivi de la maîtrise d'œuvre, des travaux et de leur réception, service maîtrise d'ouvrage, le suivi administratif et l'organisation des instances de gouvernance, service développement territorial, la gestion de la concertation du projet, service développement territorial. La convention prendra effet à compter de sa signature et jusqu'à la fin de la réception du NPRU. En cas de modification, la présente convention pourra faire l'objet d'un avenant qui suivra le même formalisme pour l'adoption de la présente convention. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention entre la CCPHB et la ville de Honfleur et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents se rapportant à cette convention, nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci, M. Marquis. Est-ce qu'il y a des questions sur la gouvernance? Oui, bonsoir. Non, ça n'est pas vraiment une question, si je peux me permettre, c'est plutôt un conseil. Je pense que le travail à deux têtes sur ce dossier, entre Agnès Morujon et le technicien de la CCPHB, sera sûrement assez délicat et je pense, moi j'avais prôné pour qu'il y ait un partenariat, enfin une fiche de liaison très stricte entre les deux entités qui permettent d'éviter que certains travaux soient faits sans l'accord de la ville ou soient faits trop vite, etc. Je pense qu'il va y avoir quand même une maîtrise difficile
difficile à gérer entre les deux entités et qu'il faut bien se méfier. Oui, non, mais j'ai donné des instructions justement sur ce sujet-là, parce qu'on est tous dans la même barque, il faut que ça fonctionne. C'est le Code des collectivités territoriales qui fait que la Comcom doit porter, comme tu le sais, structurellement le dossier, mais la ville, bien évidemment, c'est sur son territoire, c'est un quartier qu'elle connaît bien, voilà, mais on a besoin, malheureusement ou heureusement, c'est peut-être que plus tard on ne regrettera pas, on a besoin que la Comcom porte ce dossier pour notamment devant nos interlocuteurs qui subventionnent, obtenir des aides. Mais il faut que les gens travaillent ensemble de façon en bonne intelligence, et on va y veiller d'ailleurs avec Mathilde. D'ailleurs, Mathilde qui a d'abord été employée par la ville est aujourd'hui la même qui s'occupe à la communauté de communes du dossier, c'est déjà un avantage. Je sais qu'elle saura faire du lien entre les deux structures, mais c'est certain, c'est un engagement du succès. Si on ne s'entend pas, on ne pourra pas réussir. Ce qui est important de retenir, c'est que même si on cible un quartier prioritaire, il faut penser la politique de la ville à l'échelle du bassin de population. Car l'objectif est de faire en sorte que les habitants du quartier du Canteloup soient connectés à l'ensemble du territoire et accès à tous les services que peut proposer la ville. Donc je pense que la communauté commune, c'est le bonne échelle. Et ça permet aussi de mettre plus facilement tous les acteurs du territoire autour de la table. Après, avec mon collègue Sylvain Navio, bien sûr, on fera en sorte que les différents services de la communauté de commune ou de la ville travaillent ensemble. C'est aussi un peu notre rôle. Donc là-dessus, on fera en sorte que la communication passe bien et que les choses avancent dans le bon sens. Et puis il y a une cohérence à ce que la communauté de communes soit dans cette affaire, parce que là encore, le législateur a souhaité qu'elle s'occupe de l'habitat social, notamment de l'attribution. Le législateur a également souhaité que ce soit le plan local de l'habitat soit fait par la Comcom. Donc tout va dans ce sens-là, et c'est vrai que sans la structure communauté de communes, on aurait des difficultés. Et ce qu'il faut, c'est que les deux acteurs s'entendent bien, ils ont tous intérêt à le faire. J'ajoute pour information que le quartier, en vérité, contrairement à l'apparence, intéresse tout le territoire, parce qu'avec Marine Pestel, responsable du logement social et des attributions, et qui fait un travail vraiment important, on constate qu'on a énormément de gens qui viennent des communes alentours dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de logements sociaux. Et donc ce quartier est appelé à abriter des habitants de notre territoire communautaire, et pas seulement des habitants de la ville. Donc il faut que les deux structures travaillent ensemble. C'est important aussi de favoriser la mixité sociale, et ça se fait vraiment à l'échelle intercommunale. On sait par exemple que Inolia va détruire 80 logements sociaux sur le quartier du Canteloup, et l'idée c'est pas de les reconstruire sur le quartier du Canteloup. Au contraire, c'est de construire des logements privés pour faire venir des classes moyennes et créer de la mixité sociale. Par contre, ces logements sociaux, il est beaucoup plus intéressant de les construire en dehors du quartier. Donc ça peut être en centre-ville de Honfleur, mais aussi dans des communes voisines. Par exemple, je sais que Inolia a construit 5 logements sur Écomobile. Donc le but, c'est aussi que chaque commune, la petite commune, s'engage sur le logement social pour qu'il y ait une vraie mixité sur l'ensemble du territoire. Donc c'est pour ça que l'échelle intercommunale est vraiment pertinente pour la politique de la ville. Merci Landine. Je vous propose de passer au vote pour ne pas trop perdre de temps. Donc pas d'abstention ni de vote contre cette organisation entre les deux structures, les deux collectivités. Et toujours sur le contrat de ville, je me suis trompé, je vous en ai parlé en amont, c'est là où on aborde le bilan de 2019 sur ce qu'a fait notamment Inolia dans le quartier et Barthélios, ce qu'ont fait les deux opérateurs sociaux, et puis les prévisions pour les 2 années à venir de 2020 à 2022. Alors voilà, je vous ai dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui les opérateurs, on peut déduire un montant important, substantiel de la taxe foncière qu'ils doivent payer. C'est près de 60 000 € pour Inolia, 20 503 € pour Barthélios. Alors je ne sais pas si... Je prends la délinéation. Donc, dans le cadre du contrat de ville, la ville de Honfleur et les bailleurs sociaux possédant du patrimoine au sein du quartier prioritaire Canteloup, Marunier, Le Buquet signent une convention d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB. La convention a pour objet la mise en place de mesures fiscales prévues par l'État. Il permet un abattement de 30% de la base d'imposition de la TFFP pendant la durée du contrat de ville 2015-2020, prolongation 2022, en contrepartie de la mise en place d'actions innovantes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires. Les montants d'abattement sont de 59 674 € pour Inolia, donc anciennement Calvados Habitat, et 20 503 € pour Barthélios.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Inolia a 232 logements sur le quartier du Canteloup et Partelios 123 logements sur le quartier du Canteloup. Donc, tous les 2 ans, la ville de Honfleur et SSFHB doivent se positionner sur le prévisionnel d'action des bailleurs sociaux et donner valider le bilan de l'année N-1, bilan à mi-parcours. Les plans d'action de la convention d'utilisation TPFB intègrent un dispositif de suivi et d'évaluation par le COPIL politique de la ville, copiloté par la ville de Honfleur, la CCPHB et la sous-préfecture. Donc la prochaine réunion aura lieu prochainement, certainement au mois de décembre. Donc, les bilans 2019 pour Inolia. Donc, renforcement, présence personnelle de proximité, prévisionnel 31 000 €, 383, réalisé 21 598. Donc on a un écart de moins 9 785 €. Formation, soutien des personnels de proximité, prévisionnel 5 000 €, réalisé 0 €. Écart moins 5 000 €. Sur-entretien, prévisionnel 21 500 €, réalisé 16 258 €, écart moins 5 242 €. Gestion des déchets encombrants épaves, 12 000 € en prévisionnel, réalisé 2 896 €, écart moins 9 104 €. Tranquillité résidentielle, prévisionnel 3 650 €, réalisé 0 €, écart moins 3 650 €. Concertation, sensibilisation des locataires, prévisionnel 4 000 €, réalisé 7 330 €, écart plus 3 300 €. Animation, lien social, vivre ensemble, prévisionnel 7 600 €, réalisé 7 175 €, écart moins 425 €. Petits travaux d'amélioration de qualité de la vie, prévisionnel 12 500 €, réalisé 21 446 €, écart plus 8 946 €. Le bailleur Inolia a dépensé davantage que le prévisionnel sur la concertation et la sensibilisation auprès des locataires pour réaliser des actions sur la maîtrise des charges locatives. L'augmentation du montant des petits travaux d'entretien concerne la remise en état des logements à la relocation. Il n'y a pas eu de procédure pour trouble de voisinage ni de formation spécifique pour les personnels de proximité, ce qui explique l'absence de dépenses sur ces lignes. En partenariat avec JSF, le bailleur a réalisé des ateliers de réparation de vélos pour favoriser le lien social. Pour Partelios, donc, renforcement, présence personnelle de proximité, prévisionnel 3 640 €, réalisé 5 910 €, écart 2 270 €. Formation soutien des personnels de proximité, prévisionnel 0 €, réalisé 0 €, donc écart 0 €. Sur entretien, donc prévisionnel 0 €, réalisé 17 250 €, écart 17 250 €. Gestion des déchets encombrants épaves, prévisionnel 0 €, réalisé 0 €. Tranquillité résidentielle, prévisionnel 0 €, réalisé 0 €. Concertation, sensibilisation des locataires, prévisionnel 1 000 €, réalisé 0 €, écart 1 000 €. Animation, lien social, vivre ensemble, prévisionnel 23 500 €, réalisé 4 500 €, écart 19 000 €. Petits travaux d'amélioration de qualité de la vie, prévisionnel 15 000 €, réalisé 1 713 €, écart 13 287 €. Le bailleur Partelios a dépensé davantage que le prévisionnel pour renforcer la présence de son personnel de proximité avec la création d'un poste de chef de projet. Le nettoyage approfondi des façades des immeubles explique la dépense initialement non prévue sur entretien. Et les actions de concertation n'ont pas été mises en place, faute de temps, et un seul chantier d'insertion a été réalisé en 2019 pour favoriser le lien social et le vivre ensemble. Toutefois, le bailleur a soutenu financièrement les actions autour du jardin de JSF. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer sur les prévisionnels 2020-2022? Juste, là encore une remarque, le prévisionnel est toujours nettement plus important que les montants d'abattement, et je pense que c'est pas une très mauvaise chose, c'est pas une très bonne chose, parce que ça permet au bailleur de choisir dans les actions ce qui l'intéresse et surtout ce qu'il favorise. Moi, j'avais souhaité que les habitants du quartier soient véritablement très partants, très introduits dans les décisions sur cet abattement de TFPB, et c'est malheureusement les bailleurs sociaux, la ville, la CCPHB, la DTM qui se réunissent ensemble, mais il faut absolument faire participer les habitants et surtout leur demander de prioriser les actions, parce que si on fait ça, c'est pour les habitants, c'est d'abord leurs soucis, leur cadre de vie, etc. Et donc je pense que pour les associer réellement, il faut qu'ils soient dans cette commission et surtout qu'ils priorisent leurs actions
avec une juste fourchette de prix, de manière à ce que ça ne permette pas au bailleur de faire un peu ce qu'il veut. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, les bailleurs programment toujours beaucoup plus que le montant de l'abattement. Pour une raison assez simple, c'est qu'ils savent que beaucoup d'actions ne seront peut-être pas réalisées pour x, y raison, ou qui seront partiellement réalisées. Là, pour Inolia, par exemple, ils ont un abattement de 59 674 € et ils avaient programmé 97 633 € d'actions. En réalisé, on est à 76 703 €. Donc en fait, ils ont réalisé 16 000 € de plus d'actions que prévu. C'est pas pour autant qu'ils auront un abattement supplémentaire. Par contre, c'est du positif parce que c'est des actions supplémentaires au bénéfice du territoire et des habitants. Après, oui, vous avez raison, il faut vraiment associer les habitants à ce type de dispositif, mais pour l'avoir aussi suivi sur d'autres territoires à d'autres époques, je peux dire qu'à Honfleur, les choses sont bien suivies, et pour ça on peut féliciter justement Mathilde, qui est vraiment très attentive, qui fait vraiment attention à ce que les bailleurs ne détournent pas ce dispositif pour réaliser des travaux dont ils ont l'obligation, comme par exemple remettre en état des parties communes ou faire des travaux de rénovation. Donc là, je pense que sur Honfleur, le travail est bien fait. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, et c'est vraiment l'essence de la politique de la ville. Il faut vraiment faire en sorte que les habitants soient impliqués, concernés et qu'ils participent. Donc oui, si on peut faire participer les habitants, on le fera. Ces sujets peuvent aussi être évoqués lors du conseil citoyen. Il devait se réunir ce soir, mais au vu de la situation sanitaire, il a été annulé. Mais oui, il faut travailler en confiance avec les bailleurs sociaux et associer les habitants. Oui, Nordine, et Mathilde me confirme bien que le Conseil citoyen a donné son avis sur les différentes actions à mener. Enfin, donc il a été associé tant que faire se peut, c'est-à-dire qu'on trouve des volontaires pour y siéger, mais ils ont participé au choix et voté sur les engagements des bailleurs. Bon, je vous propose de voter sur cette délibération, pas d'abstention, ni de vote contre, je vous remercie. Port départemental. Monsieur le maire, oui. Juste pour un petit mot pour conclure, je voudrais vraiment remercier et surtout féliciter Mathilde pour le travail qu'elle réalise. Donc elle est peut-être à 0,4 équivalent temps plein, mais elle est vraiment à 200% sur la politique de la ville. Et je voudrais aussi remercier tous les partenaires de la ville, notamment les acteurs associatifs, qui font un travail remarquable et qui sont vraiment des relais efficaces sur le terrain. Et c'est vrai que quand on a des partenaires aussi investis, eux aussi efficaces, c'est beaucoup plus facile d'aller défendre des dossiers auprès de la préfecture et des services de l'État. Oui, d'ailleurs, c'est reconnu par les services de l'État. Merci Mathilde, dans tous les cas, de passer le message à l'ensemble pour ces félicitations bien méritées. Port départemental, donc là, on retrouve vous la retrouverez chaque année, c'est dans le cadre du fonds de concours que la ville doit verser au département, dans le cadre des campagnes de dragage. Donc là, vous avez notamment une tranche de travaux qui a été réalisée entre 2017 et 2018. Pour la ville, c'est une dépense de 30 497,22 €, puisque la ville est appelée dans le cadre d'un fonds de concours à hauteur de 10% de la dépense engagée par la collectivité départementale. Et puis, vous avez une campagne de dragage entre 2018 et 2019. Là, ça nous coûte 44 556 €. Donc, ça a coûté au département plus de 400 000 €, puisque nous participons à hauteur de 10%. Et puis la dernière, 2019-2020, là, un petit peu moins que l'avant-dernière, on est à 37 957,50 €. Je vous propose donc de voter pour ces montants. La première convention n'avait pas été soumise à l'approbation du Conseil. Il convient donc de la régulariser. À l'abstention, vote contre, je vous remercie. Nous passons à l'extension des zones de stationnement payant. Alors, un propos que je partagerai avec notre adjoint Jérôme, puisque on a reçu, et moi en l'occurrence à plusieurs reprises, des habitants du quartier Saint-Léonard, de la route Émile Renouf et des rues environnantes, Charrière, parce que justement, les gens constatent qu'il est de plus en plus difficile de trouver des places de stationnement. C'est général, on le sait bien, et dans beaucoup de villes, il n'y a pas seulement Honfleur,
Mais là, en l'occurrence, les habitants, lorsqu'ils rentraient autrefois le soir, trouvaient encore quelques places. Et au fur et à mesure où, notamment, les chambres de Airbnb se développent, eh bien, les places sont occupées par le soir à ces endroits qui sont gratuits, notamment par ceux qui profitent, et on est content, on a besoin de ce sont des très bons clients, et ça développe l'économie locale, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, quand vous vivez à l'année dans une ville, vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous le soir, vous êtes allé chercher vos enfants à l'école, et vous tournez parce qu'il n'y a pas de place. Donc les habitants, je n'ai pas voulu imposer parce que je trouve qu'il faut quelques places gratuites dans une ville, mais les habitants du quartier sont venus nous voir à plusieurs reprises, de plus en plus nombreux, et avec Jérôme, nous avons donc initié, on s'est dit, l'intérêt c'est de voir justement, mettre à l'essai un référendum dans ce quartier, que les gens s'expriment. Donc Jérôme va nous donner les résultats justement de cette consultation. Oui, merci Monsieur le maire. Donc nous avons décidé de prendre en quelque sorte le pouls de ces habitants de ces 5 rues, 4 rues plus la place Saint-Léonard. Donc en additionnant tous les bulletins que nous avons reçus et surtout les réponses, nous sommes parvenus à 338 réponses. Il y a eu 217 personnes qui ont répondu positivement, donc qui étaient pour le stationnement. La question était simple, pour ou contre le stationnement payant. Et 117 étaient contre. Et puis il y a eu 4 bulletins nuls. Donc bien sûr, la différence de sang est particulièrement importante. Donc je pense que c'était bien de mettre en place ce référendum. Et au moins, donc, les gens ont participé. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'on a pensé à la route Émile Renouf, où il y aura une zone qui ne sera pas payante. C'est la zone après l'impasse ou rue Trouillet. Donc après cette rue, les stationnements sera gratuit. On a aussi pensé bien sûr au cimetière Saint-Léonard, où là, eh bien, nous allons mettre en place 4 places dites européennes, c'est-à-dire stationnement avec le disque bleu, 1 heure, qui permettent donc aux gens, quand ils viennent pour s'occuper des tombes de leurs chers disparus, eh bien de pouvoir se garer tranquillement et le faire en toute tranquillité. On a aussi, bien sûr, prévu par rapport au cimetière, parce que ça c'est important aussi de le dire, que quand les gens, malheureusement, auront un être cher à enterrer, eh bien, il ne faudra pas hésiter à faire la demande à la mairie par le biais d'un arrêté, et puis le jour où ils enterreront donc cette personne, ils pourront le faire en toute sérénité, et ils auront autant de place qu'ils le voudront. Donc c'est aussi un point qu'il faut mettre en avant. Le but aussi de tout cela, c'est que ça se mette en place maximum fin du premier semestre 2021. On a fait aussi, pour ce qui est de la rue Chaussée, il va y avoir des travaux à venir. Donc cette rue-là sera mise payante à la fin donc des travaux. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Non, merci Jérôme, c'était très bien. J'ajoute que sur les places gratuites, il faut penser aussi aux personnes qui habitent dans cette rue et qui reçoivent de la famille, qui ne sont pas forcément des résidents de la communauté de communes. Et quand vous êtes route Émile Renouf, c'est vrai que les parkings là s'éloignent de plus en plus. Donc avec Jérôme, on avait regardé pour faire qu'une vingtaine de places, environ 15-20 places gratuites, perdurent sur les 170-180 qui existaient, ce qui fera 160 places à peu près payantes. Mais on a suivi donc l'avis largement majoritaire de ceux qui pensent qu'il faut que ce soit payant. Juste une petite précision sur les eurodateurs, puisque le stationnement payant, ça veut dire eurodateur. On doit donc engager une dépense d'une dizaine d'eurodateurs, entre 8 et 10 000 euros l'eurodateur. Donc il faut qu'on prévoie une dépense de 80 à 100 000 euros qui sera faite sur 2 exercices, un sur cette année 2020 et puis l'autre sur l'année 2021. Et puis merci à Jérôme d'avoir pensé, on en avait parlé également ensemble, aux gens qui enterrent les leurs, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver avec un convoi qu'on ne puisse pas. Donc il y a des places qui sont réservées de façon longue dans le temps, mais en plus, lorsque le service d'état civil sera informé d'un décès, et s'il sait le service que ça a lieu au cimetière Saint-Léonard, il prévient le service de la police municipale pour prendre un arrêté, mettre des barrières et permettre à la famille bien vivante. Voilà, pour bien confirmer. Excusez-moi, oui. Oui, moi j'avais quand même une interrogation,
puisque ce projet-là n'a pas du tout été évoqué dans la commission circulation. Donc je trouve ça très dommage. L'autre chose, c'est qu'il me semblerait intéressant, puisque ce n'était pas évoqué là dans la présentation sommaire qu'on a eue, de prévoir des places européennes aussi pour nos commerçants, pour que les personnes qui viennent faire leurs courses puissent le faire simplement. Et également, puisqu'on va être dans la réingénierie de tout ça, prévoir peut-être des places handicapées. Donc moi je trouve ça déjà très bien que vous ayez sollicité nos citoyens, mais en tant qu'élu, j'aurais bien aimé lors de la réunion, la commission circulation, qu'on nous en parle. Voilà, c'est noté. Jérôme pour les commissions culture. C'est pas toujours simple. C'est vrai qu'il y a des fois beaucoup de choses à l'ordre du jour, mais si on peut, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Bien, je vous propose d'en délibérer. Pas d'abstention, ni de vote contre. Je vous remercie. Convention entre le département et la ville pour l'utilisation de la piscine. Alors vous savez que lorsque les collectivités comme le département qui ont la responsabilité des collèges demandent aux communes d'utiliser leur piscine, ces collectivités participent, et notamment au niveau financier, en indemnisant. Donc le département verse 900 € par classe de collèges qui utilisent notre piscine. On vous propose donc de reconduire cette convention dans des conditions identiques, dans la limite de 4 reconductions. Pas d'abstention, ni de vote contre, je vous remercie. SDEC Énergie, redevance pour l'occupation du domaine public 2020 par les ouvrages des réseaux. Alors c'est une délibération, j'allais dire, qu'on retrouve plusieurs fois dans l'année, puisqu'au fur et à mesure qu'il y a des travaux en ville et des ouvertures de voies, de routes, de chemins, on nous demande de délibérer. Là, en l'occurrence, nous avons une occupation du domaine public par les ouvrages de distribution et de transport de gaz qui donne lieu au paiement de redevances d'occupation du domaine public versées aux gestionnaires de la voirie par les concessionnaires Gaz Réseau Distribution France, GRDF, et Gaz Réseau Transport Gaz, GRT Gaz. Concernant notre commune, le linéaire de réseau est le suivant. Un linéaire de 41 053 mètres et un transport de gaz d'un linéaire de 42 mètres. Et donc vous voyez que nous allons percevoir par GRDF, 1936 € pour les 41 053 mètres et 128 € pour les 42 mètres. Pas de problème particulier, pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Contrat de territoire signé avec la région Normandie, projet du CIAP, donc le Centre d'interprétation du patrimoine maritime. Par délibération du 12 juin 2019, ce projet avait été adopté à partir d'un montant prévisionnel de travaux d'1 810 965 €. Le plan de financement prévoyait un autofinancement de 383 216 €. La mise au point du projet et les résultats des appels d'offres portent le coût prévisionnel à 2 093 484 €. Parallèlement, les subventions qui seront obtenues seront donc, du fait d'un montant supérieur, revues à la hausse, laissant à la charge de la ville un montant de 517 314 €, soit 134 000 € de plus. Ce chiffre est un montant maximum qui pourrait être revu après négociation et obtention des montants définitifs de subventions. Pour mémoire, le budget prévisionnel de fonctionnement adopté également le 12 juin 2019 était de 250 000 € pour la première année. Une nouvelle redéfinition des besoins et des moyens fixe un nouveau montant à 195 000 € pour un nombre de visiteurs estimé à 43 000 €. Les travaux devraient commencer en décembre 2020 pour s'achever en janvier 2022 au plus tôt, et une ouverture pourrait être prévue, si tout va bien, au début de l'année 2022. On vous propose d'adopter ces nouveaux montants. Une petite explication, donc avec Mme Thévenin, adjointe à la culture, on a travaillé sur ce dossier avec les services et M. Findinier. On s'est rendu compte qu'il faut toujours faire très attention quand on est sur des dossiers de ce style, parce que la culture, les gens évoluent. Et on a vu qu'il y avait à l'intérieur de la lieutenance et du centre d'interprétation du patrimoine maritime quelques améliorations à apporter, notamment à la mise en scène muséographique. Et forcément, ça a coûté un peu plus cher. Mais le département et la DRAC ont trouvé que ce qui était proposé valorisait largement plus le projet,
Je m'explique, et notamment je voudrais remercier Caroline, parce que on a à l'intérieur de la lieutenance un plafond qui aurait pu être traité de façon banale par un contreplaqué, et on s'est rendu compte qu'historiquement parlant, il y avait un intérêt justement à préserver ces poutres et à les mettre en valeur. Et là aussi, ça a eu un coût supplémentaire, mais pour l'intérieur de la lieutenance, c'est bien mieux. Deuxième chose, on vit dans une époque où tout va vite, et proposer maintenant des expositions un peu tristes, où vous voyez des tableaux, des panneaux, etc., ça ne suffit plus. Et là, on a voulu mettre à l'intérieur de ce CIAP, de ce Centre d'interprétation du patrimoine maritime, beaucoup plus de technologies nouvelles, et notamment des jumelles de réalité augmentée qui permettront, depuis le balcon à la cour supérieure de la lieutenance, de voir Honfleur avec les siècles antérieurs, c'est-à-dire jusqu'à il y a 500 ans, de voir l'évolution de la ville. Je vous rappelle, puisque Pascal Lelièvre m'a donné des éléments avec M. Jean, que la ville, ça me fait penser à ça, fêtera son millénaire non pas en 2027, mais en 2025, puisqu'un document que Pascal Lelièvre connaît bien donne la preuve de la fondation, enfin de l'existence d'Honfleur en l'an 1025. Donc en 2025, ce sera les 1000 ans d'Honfleur. Donc cette lieutenance, justement, devrait ouvrir en 2022. Ce serait déjà une belle préfiguration de tout ce qu'on pourrait préparer ensemble pour fêter le millénaire. Et elle présentera, comme je vous l'avais expliqué, les grands découvreurs, qui étaient Sabel de Champlain, Binot Pommier de Conneville, Pierre Berthelot. Elle expliquera aussi comment Honfleur s'est construite au fur et à mesure du temps, tout autour du vieux bassin, le quai Sainte-Catherine, mais également la rue de la République. Donc elle aura un rôle aussi d'explication de l'aménagement urbain au fil des siècles. C'est un très très beau projet. Je pense vraiment qu'on a la chance, d'une part, d'avoir récupéré cette lieutenance qui allait nous échapper, d'avoir négocié son rachat, de l'avoir déclassé du patrimoine national pour qu'elle rentre dans le patrimoine local, et puis qu'elle puisse abriter ce centre d'interprétation du patrimoine maritime. Et je vous rappelle, une résidence d'artistes sur laquelle, avec Caroline, nous travaillons, de même que nous travaillons sur le dossier important du futur musée Eugène Boudin et de l'université multiculturelle. Voilà. Merci, merci. Il faut bien être deux avec un titre pareil. Voilà, donc voilà pourquoi ces augmentations de budget, mais qui seront largement compensées par de nouvelles subventions qui seront à la hausse, puisque ceux qui participent à ce projet, que ce soit le département ou la DRAC, trouvent vraiment que c'est un très très beau projet, et d'envergure même largement au-delà des frontières de la ville. Je vous propose d'entériner ces nouveaux montants. Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous en remercie. Alors sur le SDEC, j'ai oublié tout à l'heure